On attend toujours quelques minutes pour les retardataires. Je vais en profiter d'abord pour vous remercier d'être venus écouter cette présentation, alors qu'il fait très froid, il fait vraiment un froid très important, et pour assister à un exercice qui n'existe pratiquement plus, qui est une réunion politique. Parce que dans notre pays, maintenant, pratiquement tout se passe dans les médias. Et comme vous le savez peut-être, je suis le candidat dont même le nom ne doit pas être prononcé dans les grands médias. Donc vous êtes vraiment doublement méritant d'être venu écouter un inconnu qui n'a pas sa place dans les grands médias. Lorsque j'ai créé l'Union populaire républicaine le 25 mars 2007, à l'occasion du 50e anniversaire jour pour jour de la création du traité de Rome, et pour appeler mes compatriotes à sortir de la construction européenne, j'ai fait ça, comme vous le savez sans doute, parce qu'il n'y avait, et il n'y a d'ailleurs toujours aucun autre parti politique en France qui le propose. Et lorsque j'avais donc créé ce parti, j'avais voulu donner un petit retentissement à la création de ce mouvement politique en appelant Madame Marie-France Garot, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui fut une proche de Georges Pompidou et qui est considérée comme une personnalité qui a une réflexion géopolitique et stratégique intéressante et très eurocritique. Alors je l'ai appelée, je ne la connaissais pas très bien, mais un petit peu, et je lui ai proposé de participer et de bien vouloir prononcer un mot au congrès fondateur. Et à quoi elle m'a dit non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès. J'ai dit écoutez, je vous en remercie, et pourrais-je savoir pourquoi? Et elle m'a dit monsieur, parce que vous n'arriverez à rien. Je lui ai dit je vous remercie de ces encouragements qui me vont droit au cœur, mais pourrais-je savoir pourquoi je n'arriverai à rien? Et elle m'avait dit parce que dans la France contemporaine, on ne peut plus créer de partis politiques depuis la loi sur le financement des partis politiques, les réformes qui ont eu lieu, comme vous le savez, dans les années 90. Il est vrai qu'il y avait eu des scandales nombreux auparavant sur le financement des partis politiques, et donc il avait été décidé, ce qui apparaissait de bonne politique, que désormais un parti politique ne peut plus être financé en France par une entreprise ou par une association. Il y avait eu, vous le savez, les valises de billets qui avaient circulé. On le dit moins, mais je le dis parce que c'est la vérité. Le Front National a été financé par Cosa International, qui est un fonds d'origine américaine lié à la CIA, et il y avait parmi les membres de l'entourage de M. Le Pen, il y avait M. Pierre Sérac, neveu de François Sérac, qui appartenait à la secte Moon, et dont il était le directeur de Cosa International pour l'Europe. Vous savez aussi que le mouvement de M. Philippe de Villiers avait été lancé par les fonds de Jimmy Goldsmith. Vous savez aussi, bien entendu, que le Parti communiste français était financé par l'Union soviétique. Enfin, tout ceci a été plus ou moins, même plus que moins, interdit à partir des années 90. Alors qu'est-ce qui a été substitué à ça? C'est que désormais un parti politique ne peut être financé que de deux façons. La première façon, ce sont les dons et les adhésions des adhérents et sympathisants, qui sont limités d'ailleurs à 7 500 € par an. C'est la raison pour laquelle, à l'issue de cette conférence, il y a un tronc où vous pourrez glisser, non pas un lingot d'or, puisque ça ferait plus que 7 500 €, mais vous pourrez glisser quelques pièces d'or. Sans rire, l'autre système de financement, c'est le financement public de la vie politique. Alors c'est un grand mystère, parce que personne n'en parle jamais, mais qui est un point très très important, parce que qui est-ce qui a fixé les règles de financement de la vie politique? C'est, comme vous l'imaginez, c'est l'UMP et le Parti socialiste. Et surprise, le système de financement est ainsi conçu que les plus grands bénéficiaires des fonds publics, c'est l'UMP et le Parti socialiste. Parce que le système qui a été choisi, qui est objectif, consiste à ce qu'il y a une enveloppe de l'ordre de 75 millions d'euros qui provient des impôts payés par les Français
qui sert à financer les partis, et cette enveloppe est répartie, sans entrer dans trop de détails, en gros, on peut dire, au prorata du nombre de députés dont disposent les partis politiques. Voilà. Alors évidemment, quand vous créez un parti politique, vous n'avez pas de députés. Donc vous avez 0 €. Alors que lorsque vous êtes un parti politique installé, vous avez déjà des députés, donc vous touchez plein d'argent. Alors, pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui se passe, il faut savoir qu'en 2009, au moment des élections européennes, il y a eu 61% d'abstention, et l'UMP et le Parti socialiste, à eux deux, ont représenté 17% des électeurs inscrits. C'est-à-dire, d'ailleurs, en gros, quelque chose comme 14% des Français de plus de 18 ans, puisqu'il y a 15% des Français qui ne sont pas inscrits. Et qui payent pourtant des impôts. Donc, l'UMP et le Parti socialiste ont représenté 14% des Français de plus de 18 ans, des citoyens français, et 17% des électeurs inscrits. En 2009, l'UMP et le Parti socialiste ont engrangé 54 millions d'euros sur l'enveloppe de 75, c'est-à-dire 75% de l'enveloppe qui est consacrée par l'État au financement de la vie politique. Donc vous voyez un petit peu le schéma le racket, en réalité, c'est que deux partis, l'UMP et le Parti socialiste, qui représentent 17% des électeurs inscrits, ont récupéré quand même 75% de la manne. À mon avis, comme il y avait 61% d'abstention, il y a eu 61%, à mon avis, de cette enveloppe qui aurait dû repartir à l'État, puisque ça veut dire que 61% des Français ne trouvaient pas dans l'offre politique qui leur était faite celui qu'ils auraient voulu, pour qui ils auraient voulu voter. Voilà. Alors, tout ceci explique que nous avons ce système d'une vie politique où certains partis ont énormément d'argent, qui sont d'ailleurs devenus des partis de fonctionnaires. L'UMP et le Parti socialiste sont des partis fonctionnalisés, je sais, ils sont payés par l'État. L'UMP reçoit donc chaque année à peu près 30 millions d'euros en début d'année. L'adhésion à notre mouvement est de 30 €. Ça veut donc dire que pour que nous ayons le même moyen financier que l'UMP, il nous faudrait avoir, le 1er janvier, 1 million d'adhérents qui nous payent 30 €. L'UMP, je signale, doit avoir actuellement quelque chose comme 80 000 adhérents. Ça veut donc dire que l'État donne à l'UMP 30 millions d'euros, c'est-à-dire reconnaît d'une certaine façon 1 million d'adhérents fictifs à l'UMP. Le Parti socialiste a 24 millions d'euros, ça fait à peu près l'équivalent de 800 000 adhérents. À 30 €, en réalité, ils en ont 60 000. Il y a un rapport de 1 à 12. Donc, à ceci, il faut ajouter le fait que certains partis politiques peuvent être, c'est un petit peu comme ce qu'on appelait les apparentements sous la 4ème République, certains partis politiques peuvent bénéficier des largesses de l'UMP et du Parti socialiste. C'est le cas de tel ou tel parti qui est un parti associé. Et donc l'UMP consent, ou le Parti socialiste consent des fonds. Vous avez aussi un système qui est que, pour entrer un peu dans le détail, cette enveloppe qui est donnée aux partis dépend pour une part des députés et des sénateurs, c'est-à-dire que chaque parlementaire a un allotement fictif de 45 000 € en gros, qu'il donne au parti de son choix. Donc c'est par ce système que l'on a, par exemple, des députés de l'UMP qui donnent de l'argent, par exemple, au MPF de M. De Villiers ou au RPF de M. Pasqua pour éponger les factures. Alors évidemment, vous comprenez bien à quel point ces partis ne sont des partis d'opposition que d'opérette. Au risque de fâcher certaines personnes dans cette salle, je signalerai que le DLR de M. Dupont-Aignan bénéficie de 3 allotements, de M. Dupont-Aignan lui-même, d'un autre député et d'un sénateur, qui sont tous en non inscrits, mais qui se sont tous fait élire en 2007 notamment, comme député UMP ou crypto-UMP, puisque M. Dupont-Aignan, s'il est député, c'est parce qu'il était dans la 8e circonscription de l'Essonne, il avait négocié avec M. Hortefeux la non-présence,
d'un candidat de l'UMP contre lui, moyennant quoi il avait appelé à voter pour M. Sarkozy, ce que M. Dupont-Aignan refera d'ailleurs dans quelques semaines. Donc, bien entendu, tout ceci se passe. Ça veut dire que le DLR reçoit 130 000 € par an en début d'année. C'est petit par rapport à l'UMP, mais c'est beaucoup par rapport à nous. Quand vous créez un mouvement politique à partir de rien, ben vous n'avez rien. Vous avez zéro. Et si vous avez 100 adhérents, c'est déjà pas si mal, à 30 €, ça fait 3 000 €. Voilà la réalité de la situation. Alors il faut ajouter à ça le deuxième grand volet, qui est le volet médiatique, qui fait qu'on est ou on n'est pas, on passe ou l'on ne passe pas dans les grands médias. Alors vous savez que le CSA a indiqué que les candidats à la présidentielle devraient bénéficier d'une équité d'accès. Alors tout le monde s'est précipité déjà sur le mot, parce que équité n'est pas égalité. Égalité, c'est ce qui est prévu lors de la campagne officielle. Égalité, ça veut dire que tous les candidats doivent avoir le même minutage. Mais équité, ça veut dire que les médias jugent comme ça, en opportunité, un grand candidat doit passer plus souvent qu'un petit candidat. Ça veut donc dire qu'avec ce système, on va avoir M. Sarkozy, M. Hollande étant des grands candidats vont passer très souvent, alors que Mme Le Pen ou M. Mélenchon étant des moyens candidats vont passer moins souvent. M. Dupont-Aignan ou M. Poutou étant des petits candidats vont passer encore moins souvent. Et puis il y a des candidats, alors c'est néant. C'est absolument néantisé. Ils n'ont droit à passer à rien. C'est quand même assez... Le problème est tel que nous avons saisi 58 médias par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur faisant valoir que j'avais présenté ma candidature officiellement le 3 décembre dernier, que j'ai présenté un programme dont je vais vous donner ici les grandes lignes, de façon raccourcie par rapport à ce qui existe sur Internet, puisque ça fait 5 heures sur Internet. Là, ça va faire, je pense, nettement moins, pour vous laisser ensuite des échanges, parce que c'est ça qui est amusant et intéressant pour vous, c'est de me poser des questions, de me mettre sur le grill. On a donc écrit à 58 médias par lettre recommandée avec accusé de réception, et nous avons reçu 158 accusés de réception, c'est assez normal, mais on a reçu 2 réponses. L'une du journal La Croix, qui nous a dit qu'elle transmettait notre demande à son service politique. Depuis là, nous n'avons pas de nouvelles. Et le deuxième, du journal Sud-Ouest, qui nous a dit que, premièrement, les règles édictées par le CSA ne s'appliquaient pas aux journaux. Deuxièmement, que, comme François Asselineau n'avait pas encore obtenu les 500 parrainages, il n'y avait aucune obligation pour Sud-Ouest d'en parler, et qu'il n'en parlerait pas tant que je n'aurais pas reçu les 500 parrainages. Moyennant quoi, comme vous le savez, Mme Le Pen, qui, elle, se plaint de ne pas avoir les 500 parrainages, passe continuellement dans les médias. Sans parler de M. Sarkozy, qui, lui, n'est même pas candidat, et qui passe encore plus dans les médias. Et puis, le dernier point que nous disait cette lettre de Sud-Ouest, c'est que si j'avais les 500 parrainages, à ce moment-là, le journal s'efforcera de traiter, comme ils le font toujours, les candidats sur la règle selon la base de l'équité, c'est-à-dire que je serais considéré comme un candidat tout à fait marginal, et donc je n'aurais droit à rien. Voilà. Alors je me permets de vous dire tout ceci pour vous féliciter, parce que vous avez quand même immensément de mérite d'être venu, alors qu'il fait un froid quasi sibérien, pour écouter quelqu'un qui se produit dans des conditions pareilles. Il est assez extraordinaire de voir qu'au moment où le système de la démocratie en France est en train de mourir, on a une démocratie pour rire, puisqu'il s'y ajoute en plus de tout ça le système des parrainages dont je parlais tout à l'heure, système des parrainages qui a été de plus en plus dévié de son objectif d'origine. D'ailleurs, vous savez qu'à l'origine, Charles de Gaulle, qui a créé l'élection au suffrage universel, ne voulait pas de parrainage. Il estimait que tous les Français pouvaient se présenter, que ce serait le peuple français, dans sa sagesse collective, qui distinguerait qui a la carrure, l'épaisseur, l'étoffe, la hauteur de vue d'être chef d'État. Et donc, de Gaulle avait créé l'élection au suffrage universel par un référendum soumis au peuple français, comme vous le savez, en 1962.
Et De Gaulle avait fait ça pour, comme l'ont fait au long de notre longue et longue histoire les grands rois capétiens. Je pense à Saint-Louis, je pense à Henri IV, je pense à Louis XIV notamment, comme l'a fait la République la nuit du 4 août ou lors de la fête de la Fédération, comme l'a fait le Conseil national de la Résistance. De Gaulle voulait justement lutter contre les féodalités, puisque l'un des drames de l'histoire de France depuis le baptême de Clovis, c'est la renaissance continuelle de féodaux qui essaient de grappiller le pouvoir de l'État central. Féodaux qui s'appelaient ducs, comtes, marquis sous la monarchie, qui s'appelaient aussi parlement des provinces, féodaux qui s'appellent désormais banques, organisations financières, sociétés, féodalités économiques, et comme le stigmatisaient nos ancêtres du Conseil national de la Résistance de 1944. Donc c'était pour ça que De Gaulle avait fait l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était pour court-circuiter le régime des partis qui est aussi un régime de féodalité. De Gaulle ne voulait pas qu'il y ait de parrainage. Georges Pompidou ainsi qu'un certain nombre de ministres ont fait le siège du général pendant des semaines. C'est rappelé tout ce que je dis là dans le livre C'était De Gaulle de Perfit, dans le tome 2. Donc Georges Pompidou et un certain nombre d'autres ministres ont fait le siège du général pour lui demander d'avoir un système de filtrage pour éviter les candidats fantaisistes et ci et ça. De Gaulle ne le voulait surtout pas, puisque ça aurait été contraire au principe même de ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir recours au peuple contre les féodaux. Mais si on faisait un filtrage par les féodaux, ça revenait à... Et finalement, il avait accepté du bout des lèvres 100 parrainages et 10 départements, donc émanant de 10 départements. Comme vous le savez, Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, 6 ans après la mort de Gaulle, a renforcé, a sévi sur cette règle en faisant passer de 100 à 500 parrainages et de 10 à 30 départements. De telle sorte que nous n'avons pas une élection présidentielle à 2 tours, nous avons une élection présidentielle à 3 tours. Nous avons une élection présidentielle avec un premier tour réservé à 45 000 personnes en France, dont 36 000 maires, qui sont ceux qui votent pour sélectionner les candidats du deuxième tour. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nous avons en fait un suffrage censitaire, comme il y avait au temps, j'allais dire, sous la monarchie de Juillet. Alors c'est un suffrage qui est en fonction des élus. Et censitaire, vous savez que le cens, c'était la richesse sous la monarchie, sous la Restauration. C'est pas exactement la richesse, mais ça revient presque au même, puisque les maires, pour être maire, il faut être en gros, quand on est maire d'une grande ville, ou a fortiori député ou parlementaire, il faut presque certainement être membre de l'UMP ou du Parti socialiste. Donc l'UMP et le Parti socialiste ont un poids considérable parmi les détenteurs de signature, du pouvoir de signature. Donc il était, pour un candidat comme moi, il était absolument exclu d'aller voir un député UMP ou un député socialiste pour lui demander un parrainage. Donc, et d'autant plus que cette année, les UMP et le Parti socialiste ont envoyé, nous le savons, on nous l'a même montré, des instructions écrites à tous les détenteurs de signatures qui relèvent de l'UMP ou du PS, en leur demandant de refuser tout parrainage à quiconque n'est pas de l'UMP ou du Parti socialiste. Mais maintenant, si on force les maires à ne donner le parrainage qu'au seul parti auquel ils appartiennent, évidemment, c'est une restriction considérable du champ et une distorsion totale du processus. Alors ça va plus loin, puisque par ailleurs les maires des petits villages, eux, qui ne sont pas encartés, qui sont la cible de nos assiduités, mais on n'est pas les seuls. Les maires des petits villages, quant à eux, nous font savoir pour beaucoup d'entre eux qu'ils refusent tout parrainage, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont apolitiques. Dans un village de 300 habitants, le maire, souvent, évite de laisser paraître son appartenance politique pour être le maire de tous ses concitoyens. Donc il répugne à présenter une opinion politique. Alors, comme vous le savez, naguère, les parrainages étaient secrets. Depuis la décision de M. Jospin
vers 1998, les parrainages désormais sont publics. Donc c'est une raison très importante pour un certain nombre de maires de petits villages de refuser leur parrainage, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache, par exemple, qu'ils ont parrainé un tel ou un tel ou un tel. Vous avez vu que Mme Le Pen ou Mme Boutin se sont pourvues devant le Conseil constitutionnel sur cette question. Et ça n'est pas encore tout, parce que figurez-vous que les réformes en cours qui poussent à ce que les députés, à ce que les communes se rassemblent en communautés de communes, notamment pour avoir des subventions, mais beaucoup de maires de petits villages ont peur d'avoir des mesures de rétorsion s'ils signent pour un candidat qui n'est pas souhaité. Donc tout ceci pour vous dire à quel point notre démocratie est en effet très mal en point, puisque au moment crucial de l'élection présidentielle, c'est le moment où on devrait poser sur la table les sujets les plus capitaux de notre avenir collectif. Eh bien, nous avons ce barrage à la fois médiatique, des parrainages et financiers qui l'empêchent. Je suis de ceux qui pensent que l'histoire est longue et je suis de ceux qui pensent que c'est de la folie que d'empêcher le libre jeu des forces démocratiques à l'intérieur d'un pays, que tout ceci se paye toujours un jour ou l'autre. Voilà. Il y a une dernière personne qui vient d'arriver. On va commencer. Je fais ici, c'est un peu une gageure ce que je vais faire aujourd'hui, puisque je vais vous présenter un programme rapidement. Un programme dont beaucoup d'éléments vont vous surprendre, du moins surprendre ceux qui ne me connaissent pas. Et peut-être, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, parce que l'essentiel de la notoriété provient d'Internet. J'ai bien conscience que ce programme ne prend son sens qu'à la condition d'être déjà au courant des analyses que je fais depuis que j'ai créé ce mouvement politique, l'UPR. C'est-à-dire un mouvement qui se situe résolument au-dessus du clivage droite-gauche, ce qui est exact. Un mouvement qui se développe beaucoup d'ailleurs depuis maintenant 2 ans. Je l'ai créé il y a bientôt 5 ans. Il a végété pendant 3 ans. Et depuis début 2010, notamment avec la crise de l'euro, il a commencé à monter, à grimper rapidement. Quelques chiffres, nous avons à peu près 1200 adhérents. C'est des vrais chiffres. Je pourrais vous dire qu'on en a 7500. C'est ce qu'adorent faire les autres candidats. Madame Boutin dit qu'elle a 9500 adhérents. Je pense qu'elle n'en a même pas le 10e. J'ai jamais vu d'adhérents, de militants sur le terrain de Madame Boutin. M. Dupont-Aignan annonce 12 000 adhérents. Il en a, à mon avis, 3 000. Je sais que le Parti communiste français n'a plus que 3 500 adhérents. C'est la catastrophe. Dans tous les partis politiques, c'est une catastrophe. Le NPA de M. Poutou aurait 1800 adhérents. Donc nous, avec nos 1200, alors que je ne suis jamais passé nulle part, ni sur une télévision nationale, ni sur une radio nationale, ni dans un journal national, ni dans un magazine national, eh bien, finalement, c'est un petit tour de force que nous réalisons. Nous avons à ceci, il faut ajouter plusieurs dizaines de milliers de sympathisants, avec un mouvement qui ne se développe que par Internet. Alors ça a évidemment les avantages et les inconvénients d'Internet, c'est-à-dire que le grand public ne sait pas du tout qui je suis, puisque je ne suis jamais passé dans un grand média. Et il y a donc une discordance très grande entre ma notoriété nationale qui est nulle et ma notoriété sur Internet qui est réellement significative. Vous avez par exemple un sondage en ce moment en ligne sur Agoravox, qui est un site assez sérieux, assez connu, etc., ou un sondage en ligne où on ne peut voter que par un vote par IP, donc il n'y a pas de possibilité de modifier le vote. On a dépassé, je crois, les 36 000 votants et j'ai presque 7% des votes, ce qui est colossal sur un sondage de 36 000 votants. Mais beaucoup plus, par exemple, que d'autres candidats qui sont très médiatisés. On peut voir aussi sur les échanges Twitter, de messages Twitter, que je suis dans le top 10 des candidats, avec 1,2 ou 1,8% des échanges de messages Twitter. Ce qui fait que, bien entendu, ne vous faites aucune illusion, les renseignements généraux me connaissent archi par cœur, les autres partis politiques me connaissent par cœur, tous les journalistes me connaissent par cœur, tout le monde sait très bien qui je suis. Voilà. Et simplement, je n'ai pas accès à ces médias. Alors, le programme donc, que je vais vous présenter s'inscrit dans les analyses que j'ai déjà présentées. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je leur suggère d'abord, je les renvoie sur notre site internet où l'on met en ligne des conférences
dont la technique est de mieux en mieux. Hein, elle est perfectionnée parce que plus on a d'adhérents, de bénévoles, on a d'ailleurs parmi ceux qui sont en train de filmer en ce moment, on a des gens qui nous aident beaucoup à améliorer le produit. Et vous trouverez donc sur notre site les analyses. Je conseille en particulier, pour ceux qui débarquent, ma conférence sur l'histoire de France, d'une part, et ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» d'autre part. Il faudrait y ajouter une troisième conférence, c'est celle que j'ai tenue hier soir, qui s'appelle « Les 10 raisons essentielles pour sortir de l'Europe », puisque le mouvement politique que j'ai créé, sa principale caractéristique, sa caractéristique numéro 1, mais ça n'est pas la seule, c'est de proposer aux Français de sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas une foucade, hein, ça n'est pas une crise de nerfs que nous avons, c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi, médité. J'ai eu l'occasion, pour ceux d'entre vous qui sont venus hier, d'expliquer sujet par sujet, article par article des traités européens, pourquoi nous ne pouvons plus rien faire dans aucun domaine, puisque tous les grands pouvoirs ont été volés au peuple français sous couvert de modernité. Nous sommes, et c'est la deuxième caractéristique de ce mouvement, nous sommes le seul mouvement politique français qui ne prend pas les Français pour des imbéciles, c'est-à-dire qui parle aux Français comme à des adultes. Alors je sais qu'on me reproche de faire des conférences très longues, trop longues. Parfois, comme hier soir, ça a duré 3 heures de conférence. Donc beaucoup de gens me disent « mais c'est très long, c'est trop long ». À quoi je réponds « c'est vrai, c'est incontestable, c'est très long ». Mais d'abord, je ne parle pas pour ne rien dire. En général, il y a en général beaucoup d'informations. Et puis surtout, je fais remarquer aux gens qui me disent cela que les mêmes Français sont prêts à consacrer non seulement 3 heures, mais 3 jours ou 3 mois, ou même parfois 6 mois, pour choisir une télé à écran plat, ou bien un nouvel iPhone, ou bien un contrat de téléphonie mobile, ou l'achat d'une automobile. C'est-à-dire que là, les Français sont capables de passer des heures et des heures à aller dans des magasins, à consulter des tests de consommateurs. Il est donc assez singulier que les Français qui sont capables de consacrer des heures et des heures à ça considèrent que pour choisir le président de la République, c'est-à-dire l'avenir non seulement de la France, mais leur avenir à eux et leur avenir à nos enfants, à nos petits-enfants, on doit se contenter d'un vague truc, avoir jeté un œil 3 minutes sur une télévision, et puis ça suffit, comme ça je me suis fait mon idée. Ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, au rebours de tout ce que font les autres partis politiques, moi je prends le pari de m'adresser à mes concitoyens comme à des gens intelligents, et les Français sont des gens intelligents, il suffit simplement de leur parler comme à des adultes et de leur expliquer les choses en leur montrant pourquoi la situation est comme elle est, c'est-à-dire pourquoi nous avons perdu notre pouvoir collectif au profit d'une oligarchie qui se situe à Bruxelles, à Francfort et à Washington. Alors, j'en ai maintenant assez dit, je vais entrer dans cette conférence. Je vous prie, s'il vous plaît, d'abord de vérifier que vous avez coupé vos téléphones portables. Deuxièmement, d'avoir l'amabilité de ne pas m'interrompre pendant ce discours. Et puis ensuite, je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on prendra un verre et on grignotera. Il y a même des petites choses à manger, des choses comme ça. Et il y a du vin, ça sera sympathique. Et je serai à votre disposition. Alors, en introduction de ce programme, je voudrais vous dire qu'il y a 2 lignes directrices fondamentales, à mon avis, à respecter pour ne pas se moquer des électeurs. Puisque c'est un des soucis capitaux qui m'anime, c'est que même si je n'arrive à rien, j'aurai au moins ma conscience personnelle, et pour moi je suis un homme qui a j'ai des valeurs personnelles, j'ai de la conscience, et je me dis j'aurais fait au moins tout mon possible, quand j'avais la possibilité de le faire à l'âge adulte, pour essayer d'attirer l'attention de mes concitoyens sur le drame que nous sommes en train de vivre collectivement. Alors c'est quoi ces 2 lignes directrices fondamentales qu'il faut respecter? La première, c'est qu'il faut distinguer l'élection présidentielle des élections législatives. Il y a des élections législatives et il y a une élection présidentielle. Ça n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a des choses différentes qui se passent. Alors l'élection présidentielle, qui sert à élire le chef de l'État, s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme. Alors que l'élection
les élections législatives, qui servent à élire les députés, s'occupent de ce qui est tactique et de court moyen terme, de ce qui est gouvernemental. Ce n'est pas moi qui l'invente, il suffit de revenir à ce que disait à la fois le fondateur de la Ve République et notre Constitution actuelle. Charles de Gaulle, dans son livre « Au fil de l'épée », qui était un livre prémonitoire, puisqu'il l'a écrit, vous savez, longtemps avant la création de la Ve République, disait que le chef de l'État devait être, au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées, des destinées de la France. Dans l'article 5 de la Constitution, sous laquelle nous sommes, il est précisé les pouvoirs du président de la République, exactement la fonction. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, donc c'est un arbitre, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, donc il s'assure que tout marche bien, que la République fonctionne correctement, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Voilà ce que dit l'article 5 de la Constitution. En revanche, l'article 20 de la Constitution, qui lui fixe le rôle des députés, du gouvernement, qui, comme vous le savez, peut être renversé par l'Assemblée nationale, donc qui est responsable devant l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est de dire, vous le savez, par exemple, ce qui s'est passé en 1997. Le président de la République était Jacques Chirac. Il a eu l'idée saugrenue, plutôt sotte que grenue d'ailleurs, de faire la dissolution de convenance, qui a amené une majorité dite de gauche au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et donc, M. Chirac a été obligé de prendre le chef des socialistes, donc M. Jospin, comme Premier ministre. On s'est retrouvé en période de cohabitation. Donc M. Chirac avait été élu par une élection présidentielle. M. Jospin était Premier ministre suite aux élections législatives. Donc le gouvernement, quant à lui, détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut donc bien dire que dans la Constitution dans laquelle nous vivons, il y a une différence entre la politique, j'allais dire la politique au jour le jour, d'une part, qui relève des élections législatives d'un gouvernement responsable devant les députés, et puis l'élection présidentielle, qui est l'homme en charge, ou l'homme ou la femme en charge de l'essentiel, et le garant de ses destinées. Il est le garant de l'indépendance nationale. Est-ce que vous croyez vraiment que M. Sarkozy est le garant de l'indépendance nationale? Est-ce que vous croyez vraiment que M. Chirac a été le garant de l'indépendance nationale? Est-ce que vous croyez vraiment que M. Mitterrand a été le garant de l'indépendance nationale lorsque l'on voit que ces trois derniers présidents ont avalisé le traité de Maastricht et les traités ultérieurs, qui sont des traités qui ont progressivement vidé de sens notre démocratie en transférant tous les pouvoirs à des institutions qui sont des institutions supranationales où d'ailleurs les Français sont extrêmement minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance nationale dans ce cadre ? Il y a un véritable problème de fond que personne ne veut voir, c'est que les mots utilisés dans notre Constitution ont été vidés de sens. Et puis il est le garant du respect des traités. Alors ça, je voudrais insister sur cet aspect des choses, parce que c'est une autre caractéristique du mouvement que j'ai créé, c'est que, bien qu'étant économiste et financier plutôt, puisque j'ai fait, comme vous le savez, HEC, et que je suis actuellement inspecteur général des finances, je suis néanmoins quelqu'un de très attentif aux questions de droit, parce que j'aime l'histoire, parce que j'aime la politique, et parce que je sais que dans l'histoire, une démocratie, c'est l'honneur des démocraties de toujours respecter le droit. Et toutes les tyrannies de l'histoire ont toujours piétiné le droit. Donc le droit, c'est une espèce, on doit borner le pouvoir par le droit. Le droit, c'est ce qui permet de codifier les relations entre les êtres humains et de prévoir ce qui va se passer. Si on piétine le droit, à ce moment-là, c'est la loi de la jungle. Vous savez d'ailleurs qu'actuellement, le droit est bafoué, le droit même du traité européen est bafoué. Par exemple, avec le renflouement
de la Grèce pour cause d'euros, dont je vous signale au passage que ça va coûter à peu près 1 500 € par foyer français pour sauver l'euro en Grèce. C'est sympathique. On ne vous a jamais demandé votre avis. Il faut savoir que c'est interdit par l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la clause dite no bail-out. Mais tout ceci, les gens s'assoient dessus. En tout cas, le respect des traités, c'est pour moi quelque chose de capital. C'est la raison pour laquelle, quand je propose aux Français de se rassembler pour sortir de l'Union européenne, je le fais en me prévalant de l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui, justement, fixe les modalités de sortie de l'Union européenne. Et je souligne, et c'est un point capital, sur le fait que le mouvement que j'anime et le programme que je vais vous présenter est le seul à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne, en vertu de l'article 50. Et je vous signale que tous les autres candidats sont donc des escrocs. Puisque lorsque M. Bayrou, par exemple, ou M. Hollande, ou M. Sarkozy, maintenant ils sont tous à se battre, à dire ils veulent se battre pour le Made in France. Ils vont faire comment pour se battre pour le Made in France s'ils ne reviennent pas sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Si Renault va s'installer au Maroc, si Le Jabi va s'installer en Tunisie, si Citroën va s'installer à Wuhan en Chine, si Renault va s'installer du côté de Bratislava en Slovaquie, c'est parce qu'il y a l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui le leur permet. Et l'article 32 qui fixe comme objectif à la politique commerciale européenne l'obligation de développer le commerce avec les États tiers, donc de favoriser la compétitivité des entreprises, donc qui pousse justement à l'importation des produits fabriqués à bas coût dans des pays à bas coûts salariaux et sociaux. Donc les gens, ceux qui viennent se présenter à vous en disant qu'ils vont lutter contre les délocalisations, c'est un slogan. Moi, je vous explique pourquoi ils ne pourront pas le faire. Alors, malheureusement, nous avons affaire à une tragédie grecque, puisque la suite des événements est connue. M. Hollande va être élu, puisque le système a décidé que ce serait M. Hollande. Donc tout est fait pour que ce soit M. Hollande. Bon. Et les socialistes qui rigolent en ce moment en parlant de Merkozy riront jaune dans 6 mois quand on parlera de Mercolande. Parce que M. Hollande sera obligé de faire exactement la même politique, puisqu'il ne veut pas sortir des traités. Alors il y en a d'autres, les finaux, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon. Alors eux, ils vous lancent d'autres propositions. Ils vont sortir de l'euro. Mais ils vont faire comment pour sortir de l'euro, puisqu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens? M. Mélenchon dit à ses troupes « Nous allons désobéir au traité de Lisbonne ». Mais il va faire comment pour désobéir? Comment peut-il se présenter au vote des Français pour être élu président de la République pour désobéir au traité de Lisbonne, alors que justement la fonction éminente du président de la République, c'est de garantir le respect des traités? Donc, tout candidat à l'élection présidentielle doit proposer aux Français un programme qui, pour reprendre les termes de notre Constitution, doit garantir l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Il en découle 4 conséquences capitales. Si un candidat fait des propositions qui piétinent l'indépendance nationale, il viole la Constitution française. Un jour viendra où nos compatriotes demanderont des comptes à tous ceux qui ont piétiné l'indépendance nationale parce qu'ils ont violé la Constitution française. Actuellement, la France n'est plus un pays indépendant et souverain. Si un candidat fait des propositions qui nuisent à l'intégrité du territoire, il viole la Constitution française. Vous savez qu'actuellement se développent de plus en plus les accords transfrontaliers. Si vous allez, par exemple, au Pays basque, ou si vous allez du côté de Perpignan, ou si vous allez du côté de Nice, l'Union européenne pousse ses pions. La politique dite d'Europe des régions, qui est délibérément une politique transfrontalière, l'objectif étant de faire éclater les États-nations préexistants. Si un candidat fait des propositions qui violent les traités, il viole la Constitution française. Ceux qui vous proposent de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, d'abord, c'est pas possible, parce que les autres États auront leur mot à dire, mais surtout, ils proposent tout simplement de s'asseoir sur les traités. En revanche, si un candidat, et ça c'est moi, propose de dénoncer un traité,
dans les formes juridiques prévues par le traité, alors, afin de mettre en œuvre un changement radical, alors il respecte le traité. Le respect des traités, ça n'est pas rester dans un traité. Respecter un traité, ça veut dire respecter toutes ses clauses, y compris, si l'on veut en sortir, appliquer les modalités de sortie prévues par le traité. Les traités européens comportent une clause de dénonciation que nous souhaitons mettre en œuvre. Alors, pour une raison mystérieuse, pas beaucoup mystérieuse, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure, les autres candidats qui sont prétendument eurocritiques ou eurosceptiques refusent mordicus de vous proposer de sortir de l'Union européenne. Donc la question, c'est de savoir le pourquoi. Quelle confiance les électeurs peuvent-ils accorder à des candidats qui violent d'emblée la Constitution française alors que le président de la République a la charge suprême de veiller à son respect? Si les candidats qui se présentent à vos suffrages se proposent déjà de violer le texte le plus sacré de la République, soit en vous proposant d'aller plus avant dans l'inféodation de la France à des puissances étrangères. Je pense à M. Sarkozy qui vient de présenter un nouveau projet de traité où désormais toute notre politique budgétaire aura disparu. C'est la quintessence même de la démocratie. Enfin, vous savez pourquoi les Français ont fait la Révolution en 1789. C'est quand même pour voter les impôts et les dépenses. C'est la base même de la démocratie. Si maintenant notre budget est décidé par des instances supranationales, on fait encore un pas de plus vers l'asservissement. On devient une colonie. Nous sommes en état de colonisation. C'est donc contraire à l'indépendance nationale. Si des gens comme M. Mélenchon se font un programme en disant qu'ils veulent se faire élire pour désobéir au traité, ils violent l'article 5 de la Constitution qui fixe quel doit être le travail du président de la République. Donc si ces candidats se présentent à vos suffrages avec déjà cet état d'esprit, qui peut croire qu'ils se sentiront obligés de respecter ensuite les promesses électorales sans portée juridique qu'ils vous auront faites? Alors je dis ceci parce qu'il y a des gens qui trouvent parfois que je suis trop juridique, trop pointilleux. C'est mon honneur, parce qu'on ne peut faire confiance qu'à quelqu'un qui est cohérent tout le temps. Et si je prends l'engagement de sortir de l'Union européenne par l'article 50 afin de respecter les traités, eh bien vous pouvez me faire confiance que les promesses que je fais, je les tiendrai de la même façon. Alors que les gens qui se proposent de prendre leurs aises avec les traités, avec la Constitution, du style on verra bien, eh bien ce sont des politicards qui traiteront de la même façon les promesses qu'ils vous auront faites.